Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Peut-on considérer le sport et l'olympisme comme des composantes de l'éducation? Présentation de l'atelier 1. Claudine Gellens. Conseillère technique chargée, du second degré à l'éducation nationale. Des interlocuteurs du monde sportif et culturel issus d'organismes reconnus, du tissu associatif, de l'école et des collectivités territoriales, se questionnent sur la signification des valeurs de l'olympisme dans une perspective d'éducation. Ces valeurs étayent par ailleurs divers projets de partenariat. Les concepts et les enjeux alimentent une réflexion sur le pilotage, les démarches et les actions menées. Cette réflexion expose des conditions favorables et des limites dans une recherche de cohérence éducative. Malgré une question initiale clairement posée, les témoignages de l'atelier s'intéressent davantage à cette interrogation. En quoi les valeurs de l'olympisme contribuent-elles à l'éducation? Le débat s'attache à l'enfant autour de 3 rôles. L'enfant citoyen, s'adressant alors aux responsables territoriaux, aux animateurs associatifs. L'enfant élève, interpellant l'école et les enseignants. L'enfant sportif, renvoyant la question aux dirigeants et entraîneurs d'associations sportives. Il interroge les buts recherchés au travers du « Vers quoi souhaitons-nous aller ?», introduisant un « Comment ?», pour en clarifier les stratégies et leurs déclinaisons concrètes. À partir de ces 2 préoccupations, il énonce divers éléments et conditions initiant des pistes de réflexion. Introduction au débat. Georges Badel. Conseiller technique du service sport à la Direction de l'éducation et de la jeunesse, Conseil général de l'Isère. En 2002, en référence au 2e thème le plus choisi par les ateliers départementaux, les États généraux du sport marquent, dans les thématiques abordées, que le sport doit être un facteur d'éducation. L'année 2004, année européenne de l'éducation par le sport, voit au niveau national la création d'un pôle national Sport Education Insertion à Besançon et enfin, plus récemment, le Conseil économique et social s'interrogeait également sur cette thématique. Le Comité national olympique et sportif français, CNOSF, en encourageant les actions comme celles entre autres développées en Isère, montre tout son intérêt pour les programmes culturels et éducatifs. Par ailleurs, tous les dispositifs liés à la politique de la ville intègrent de près ou de loin une politique sportive que les collectivités et les partenaires ont à mettre en œuvre. Les contrats et les projets éducatifs locaux sont fortement sensibilisés à cette problématique. Plus localement, l'éducation nationale, le Comité départemental olympique et sportif de l'Isère, CDOS Isère, la Direction départementale de la jeunesse et des sports de l'Isère, le Conseil général de l'Isère, ont associé leurs compétences pour mettre en œuvre un projet éducatif interdisciplinaire nommé « Pour que souffle l'esprit olympique en Isère ». Cependant, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles peuvent le paraître. En effet, une étude récente de Sébastien Rocher tente de démontrer que plus on pratique de sport, plus on peut engendrer des comportements déviants. Le sport et l'olympisme sont-ils par essence porteurs de valeurs éducatives? On peut s'interroger sur la validité des valeurs prêtées couramment au sport. Ainsi, qu'en est-il du rôle de la compétition par rapport au problème de l'exclusion? Ou de l'acceptation d'une pratique communautariste dans un projet éducatif? On notera également que les aspects hyper-médiatisés relatifs à la tricherie, à la corruption, au dopage et à la violence, sur et autour des stades, montrent bien que les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles peuvent le paraître. La formation pédagogique actuelle des bénévoles comme des professionnels est-elle suffisante pour que le sport puisse être considéré comme un vecteur éducatif? On est souvent très compétent dans son domaine d'activité, parfois moins sur des problématiques éducatives. Ainsi, il peut s'avérer que les choix préconisés et les activités mises en œuvre soient en décalage avec les méthodes éducatives déclarées. Ce qui nous amènera à réfléchir à la nécessaire mise en place d'une évaluation systématique de la politique publique en matière d'éducation. Nous avons construit cet atelier avec la volonté, après 1 an d'expérimentation, de faire le lien entre théorie et pratique. Nous sommes partis du principe que nombre d'acteurs du monde éducatif appuient leurs actions sur les valeurs sociales supposées être véhiculées par le sport, et en particulier celle de l'olympisme,
et que cela induit une nécessaire clarification des termes. En préalable, nous avons également repris un schéma dans lequel le jeune se situerait au sein du processus éducatif non seulement en tant que jeune sportif pratiquant, mais aussi en tant que citoyen en formation. Parce qu'il sera pris en charge par les 3 institutions que sont le mouvement sportif, les collectivités territoriales et l'éducation nationale, comment le jeune pratiquant aura-t-il la possibilité de s'approprier les différents rôles sociaux nécessaires à sa construction identitaire citoyenne? Chapitre 1. Pour que souffle l'esprit olympique en Isère. Un laboratoire au service d'une gouvernance nouvelle. Jean Bizet. Chargé de mission du CDOS Isère. L'origine du projet. En janvier 2006, lors du passage de la flamme olympique des Jeux Turin, le CDOS de l'Isère, CDOSI et ses partenaires ont organisé les manifestations d'accompagnement. Au-delà du succès populaire et médiatique, on doit s'interroger sur les faces cachées de cette organisation. Dans les rues de Bourdoisan par exemple, plus de 1000 enfants se sont retrouvés autour d'animations culturelles et sportives préparées en classe. On avait même créé pour l'occasion une patinoire naturelle, où l'on pouvait voir évoluer de jeunes hockeyeurs locaux. Ce jour-là, une température très proche des -10 degrés donnait un caractère de saison à cet événement. Dans cette atmosphère polaire, les enfants animaient chaleureusement les lieux dans l'attente de la flamme olympique. Arrivée avec plus d'1 heure et demie de retard, elle est passée devant eux à 50 km/h protégée dans un camion aux couleurs d'un partenaire officiel. Devant l'insistance des personnalités locales, nous avons réussi à improviser un parcours de la flamme emprisonnée dans sa lanterne sur 200 mètres environ. L'honneur était sauf mais toute une jeunesse était déçue. La même mésaventure se renouvela dans plusieurs villages de l'Isère. Des questions nous furent immédiatement posées. Où sont les valeurs de l'olympisme prônées par le mouvement olympique et sportif? Qu'allons-nous dire à nos jeunes en retournant en classe? Dans un même temps se profilait dans l'esprit de tous la volonté de porter la candidature de Grenoble à l'organisation des Jeux d'hiver de 2018. Il devint vite évident pour nous que nous avions le devoir de ne pas décevoir cette génération de jeunes enthousiasmés par l'esprit olympique et ses valeurs, sans pour autant éluder leur démystification, ou tout au moins la mesure des décalages entre l'utopie et les réalités. Le projet Pour que souffle l'esprit olympique en Isère était né, concrétisé dès l'année 2006 par 2 projets expérimentaux. En parallèle, impulsés par les différents ministères, des dispositifs comme Soyez Sport ou l'accompagnement éducatif sont venus s'ajouter aux mesures existantes. Pour éviter une superposition de toutes ces mesures, la nécessité de mettre en place un partenariat multiple est apparue. Le CDOSI a pu fédérer les principaux acteurs institutionnels autour de ce projet éducatif pour aboutir, en mars 2007, à la signature d'une charte de partenariat qui permettra l'encadrement des projets existants. Depuis, chaque année, grâce à la volonté des élus et au dynamisme des équipes éducatives, des clubs et des comités sportifs, plus de 5000 jeunes peuvent bénéficier d'un accès privilégié à la culture olympique et à ses valeurs. Pour l'année scolaire 2008-2009, 17 projets de territoire sont soutenus. L'objectif du projet, Pour que souffle l'esprit olympique, consiste à tisser des liens entre les établissements scolaires, collèges et écoles primaires en particulier, le mouvement sportif, comités départementaux et clubs formateurs, et les centres socioculturels, en amenant les jeunes à réfléchir sur les nouvelles valeurs de l'olympisme définies par le CIO. Si nous en parlons beaucoup, nous nous demandons toutefois si nous prenons le temps de réfléchir à la signification actuelle de ces valeurs. En tant que concept intellectuel, elles restent abstraites, vagues, difficiles à définir même si elles sont universellement reconnues. En effet, leur interprétation passe par le prisme unique à travers lequel chaque être humain perçoit le monde. Dans cette perspective, les valeurs originelles, établies progressivement au cours de la période 1886 à 1894 par Pierre de Coubertin, sont peut-être plus importantes que jamais. De la nécessité d'établir une charte de partenariat. Guy Margoton, président du CDOS Isère. Après une phase de réflexion, nous nous sommes rapprochés de l'inspection académique, du Conseil général de l'Isère, de la Direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Très vite, la synergie a été trouvée entre tous ces partenaires. Ainsi, nous avons pu travailler en harmonie avec tous leurs chefs de service. Le CNOSF, par l'intermédiaire de l'ANOF, s'est immédiatement déclaré intéressé et s'est associé à nous. Dès la première année, une charte a été signée, confère annexe. Dans son préambule, elle précise les objectifs suivants. Développer la connaissance du mouvement olympique et sportif, et les principes qui l'animent. Favoriser la nécessaire cohérence entre les valeurs que l'école entend faire acquérir aux élèves des établissements scolaires, au travers de ses programmes d'enseignement, et celles développées par le mouvement olympique et sportif, par l'UNSS et par l'UCEP. Dans son article 2, elle propose notamment de mener des réflexions sur l'accès de tous à toutes les disciplines et à l'éducation. Le rejet de toute forme de discrimination, handicap, sexe, couleur de peau, etc. La citoyenneté, par le respect des autres dans un esprit de solidarité, d'entraide, de coopération. Le respect de l'esprit sportif par des attitudes loyales et généreuses. La compréhension et l'acceptation des règles dans les différents rôles de joueurs, d'arbitres, d'organisateurs et de spectateurs. Le respect de l'environnement. Les bienfaits de la santé, de l'hygiène, de l'équilibre et de la connaissance de son corps dans la pratique régulière des activités physiques et sportives. Le CIO, à qui le projet a été présenté, en a vu tout l'intérêt et une convention a pu être élaborée et signée avec le CNOSF. Dès lors, par délégation, nous avons pu travailler avec le Musée olympique de Lausanne pour créer et développer le projet et ses outils d'accompagnement comme les expositions sur les Jeux olympiques d'été et d'hiver ainsi que des expositions thématiques. Le fair-play, femmes et sport, le relais de la flamme. 1. Un laboratoire au service d'une gouvernance nouvelle. Excellence, respect, amitié. Autant de valeurs véhiculées par le mouvement olympique et sportif, qui prennent également leur sens dans la vie quotidienne, en dehors des stades et des gymnases. L'olympisme moderne a su puiser son renouveau dans le système scolaire. C'est par ce biais qu'il convient tout d'abord d'entretenir ces valeurs universelles, en utilisant le sport comme support éducatif et vecteur de cohésion sociale. Pour que souffle l'esprit olympique, est un programme qui a vocation à se décliner en plusieurs volets, aussi bien en milieu scolaire qu'associatif, social, culturel ou sportif. Toutes les institutions à compétences éducatives en charge de la jeunesse peuvent intégrer le projet ou s'approprier la démarche. Pour une éducation partagée. Sylvaine Deltour, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale est. Dans sa présentation, Alain Arvin Béraud a parlé d'éducation partagée. Il y a beaucoup à dire sur ce thème auquel nous nous trouvons aujourd'hui confrontés. Le modèle de l'olympisme nous apporte des valeurs qui, nous le supposons, sollicitent les enseignants et les éducateurs pour construire des compétences, spécificités de l'école. Lorsque nous observons les compétences, connaissances et attitudes décrites dans le socle commun de l'école et du collège qui fixe les repères culturels et civiques constituant le contenu de l'enseignement obligatoire, nous ne pouvons que nous rapprocher des valeurs de l'olympisme. Certaines de ces attitudes nous permettent même d'aller plus loin dans l'analyse de ces valeurs, et notamment d'aborder ces notions très difficilement évaluables, que sont les notions de fête, d'amitié, de rencontre et de solidarité qui font en partie la puissance du sport. Maintenant, nous devons nous questionner sur la manière dont l'école, le mouvement sportif et les collectivités peuvent arriver à créer les conditions d'un partenariat qui apporte une plus-value aux enseignements. On devra également préciser à quel niveau se porte cette plus-value en matière éducative par rapport à l'éducabilité ou à l'éducation de nos élèves, futurs citoyens, et nous l'espérons tous, futurs sportifs. Enfin, nous devrons aussi nous interroger sur quel est le métier de chacun d'entre nous, pour que ce partenariat respecte les identités et les objectifs de chacun. Le premier volet s'adresse aux élèves de l'enseignement primaire du cycle des approfondissements, CE2, CM1, CM2, et des collèges, sur le principe de la libre adhésion au projet par les équipes d'enseignants, sous couvert des directeurs ou chefs d'établissement et des associations sportives. Le deuxième volet, encadré à l'origine par l'action Soyez Sport pilotée par les services déconcentrés du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, vient renforcer le dispositif.
Il s'intéresse également aux actions concertées en direction des territoires et des quartiers. L'idée directrice est d'associer le mouvement sportif aux écoles et aux collèges, afin de diffuser les valeurs du sport et de l'olympisme de manière constructive, en apportant aux enseignants et aux éducateurs des compléments d'information et des moyens d'action. Chaque projet, développé sur un territoire identifié, propose un travail interdisciplinaire autour du sport, de l'olympisme et de ses valeurs. Les productions sont valorisées lors d'événements sportifs organisés soit par une école ou un établissement scolaire, soit par l'Union sportive enseignement du premier degré, USEP, ou l'Union nationale du sport scolaire, UNSS, soit par le mouvement sportif, ses clubs et comités. L'Union générale du sport dans l'enseignement libre, UXEL, peut intégrer le dispositif, sous réserve des conditions particulières édictées par les collectivités territoriales ou les institutions administratives concernées. La combinaison de ces actions doit permettre la valorisation de toutes les productions d'élèves sans exclusion. Ce programme encadré par un groupe de pilotage comprend des membres permanents désignés par l'inspection académique et l'inspection pédagogique régionale, le Conseil général de l'Isère, la Direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative de l'Isère, DDJS de l'Isère. En collaboration avec le CNOSF et son Académie nationale l'ANOF, le CDOS de l'Isère est le porteur du projet. Le directeur du service départemental UNSS, le délégué départemental du comité départemental USEP, des représentants des établissements scolaires du premier et second degré sont également membres de droit. À titre consultatif, des experts peuvent être sollicités. Comme il est prévu dans la charte de partenariat signée par chaque entité, les projets et actions des établissements scolaires retenus ont pour obligation de promouvoir les valeurs d'excellence, de respect et d'amitié dans le respect des attendus de cette convention. Les 3 axes d'objectifs du programme éducatif. Mobiliser l'olympisme et ses valeurs comme outil pédagogique et les diffuser auprès des jeunes, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Conforter les relations entre le mouvement olympique et les institutions concernées par la scolarité et plus largement par la jeunesse. Établir les conditions d'une collaboration pérenne entre les institutions départementales concernées et le mouvement olympique et sportif départemental. Les collectivités territoriales seront associées à toutes les opérations relevant de leurs propres compétences. Valoriser la liaison entre écoles, collèges, clubs sportifs et foyers socioculturels, favoriser les relations interdisciplinaires. Chaque projet doit clairement présenter sa philosophie et ses objectifs, conformément au document d'appel à projet de l'année en cours. À titre d'exemple, les derniers projets retenus développaient des réflexions sur des thèmes concernant le 40e anniversaire des Jeux olympiques d'hiver de Grenoble, l'accès de tous à toutes les disciplines et à l'éducation, la santé et la nutrition, la citoyenneté, respect des règles, respect d'autrui, tolérance, loyauté, générosité, solidarité. En transversalité, toutes les actions sont sous-tendues par les 3 valeurs, excellence, respect et amitié. Sont également prises en compte la lutte contre toute discrimination, handicap, sexe, culture, couleur de peau, le respect des différences culturelles et l'approche environnementale. La mise en œuvre doit être élaborée très précisément, notamment en ce qui concerne les thèmes de réflexion, le niveau des classes, les compétences que doivent acquérir les élèves et le type de manifestations sportives et culturelles envisagées. À chaque Olympiade, en liaison avec les objectifs du CIO et du CNOSF, des thèmes privilégiés sont retenus. Mise en œuvre des projets. Chaque année, avant le mois de mars, les établissements scolaires, les clubs et les comités intéressés pour participer à cette action répondent à l'appel à candidature lancé par le comité de pilotage conformément à la philosophie et aux conditions du cahier des charges en proposant un projet qui leur est propre. Après délibération, 15 à 20 projets sont retenus. Des micro-projets de groupe, de classe, d'école ou d'établissement peuvent être également retenus sous condition qu'ils apportent des éléments particuliers susceptibles d'être repris et développés l'année suivante dans un projet complet. Les partenaires signataires de la charte s'engagent à fournir des supports disponibles. Des documents pédagogiques du CNOSF par thème comme sport et santé, prévention dopage, en 8 tableaux. Des dossiers pédagogiques comme ceux créés par les CDOS,
IA et UCEP de la Seine-Maritime portant sur les Jeux olympiques de l'Antiquité, les Jeux olympiques modernes, l'idéal olympique et ses symboles, les Jeux paralympiques. Des expositions mobiles, avec livret du visiteur comme celle créée par le CDOS de l'Isère avec le Musée olympique de Lausanne, Jeux olympiques d'été, Jeux olympiques d'hiver, le Fair Play, Femmes et Sport, le relais de la flamme. Des objets, des dossiers pédagogiques du Musée olympique de Lausanne, du CIO et de l'ANOF. Les documents de l'UNSS ou de l'UCEP en téléchargement sur le site national, les documents du CDDP ou du CRDP sur abonnement. Le CDOS Isère s'emploie à créer de nouveaux supports pour répondre à la demande des équipes pédagogiques et organiser, en relation avec les acteurs de territoire et leurs propres exigences pédagogiques, un accueil privilégié dans le Musée olympique de Lausanne ou dans tout autre établissement culturel ou sportif. Les partenaires de la charte doivent favoriser la mise en relation de différents intervenants avec les porteurs de projets. Éducateurs sportifs brevetés d'État des comités sportifs départementaux concernés. Intervenants scientifiques, culturels ou sportifs, ex-philosophes, historiens du sport, nutritionnistes, athlètes de haut niveau. Membres de l'ANOF. Bénévoles d'associations impliquées dans le milieu sportif et olympique comme le COLJOG Conservatoire, Observatoire, Laboratoire des Jeux de Grenoble, le comité départemental de sport adapté ou celui de handisport. Chaque établissement reste autonome dans la mise en œuvre de son projet. Cependant, chaque équipe en projet peut contacter à tout moment un représentant du CDOS Isère afin d'obtenir des conseils et déterminer finement les supports à rechercher. Le CDOS Isère coordonne les moyens mis à disposition. Toute action pédagogique doit produire des éléments concrets sur des supports informatiques constituant une synthèse du travail effectué au cours de l'année, vidéos, diaporamas, etc. Le catalogue et les ressources du CDDP sont disponibles pour toutes les écoles et établissements abonnés. Contenu des dossiers et éléments administratifs. Les dossiers sont adressés conjointement à l'inspecteur d'académie, au chef de service éducation du territoire du Conseil général de l'Isère concerné, au CDOS Isère qui reste le maître d'œuvre de l'opération. Les dossiers à destination de la DDJS de l'Isère passent directement par le canal des clubs ou comités concernés. Chacun restant dans son domaine de compétence, le comité de pilotage a ainsi tous les éléments pour alimenter une étude croisée des informations et valider ou non les projets. Les dossiers doivent comprendre obligatoirement une fiche de projet simplifiée avec son budget prévisionnel. Cette fiche doit être complétée avant la fin de l'année scolaire précédant la mise en œuvre par un dossier détaillé présentant une analyse fine des compétences à acquérir par les élèves. En juin, si le projet est engagé depuis plus d'un an, chaque porteur de projet fournit un bilan annuel sur support informatique. Celui-ci est constitué des textes, photos, vidéos, diaporamas des travaux effectués au cours de l'année dans l'établissement avec les écoles, les clubs et comités sportifs et ou socioculturels. Contrat éducatif isérois. Dans le cas particulier du département de l'Isère, tous les établissements retenus par le comité de pilotage de Pour que souffle l'esprit olympique entrent entièrement dans le dispositif des contrats éducatifs du Conseil général. À ce titre, ils peuvent bénéficier d'un double financement CDOS Isère et Conseil général de l'Isère à la condition expresse que chaque action soit clairement identifiée comme appartenant à des chapitres financiers différents. En effet, les dossiers administratifs sont communs. La DDJS de l'Isère complète ses financements par une aide substantielle aux clubs impliqués en tant que partenaires de l'accompagnement éducatif. Deuxième volet intégré au programme. Des projets de collège vers des projets de territoire. Bien au-delà du simple pilotage d'un programme éducatif, ce programme s'appuie sur les recommandations du livre blanc du sport. Dans la raison du plus sport, nous pouvons lire « Le mouvement sportif se devrait d'accompagner la loi de décentralisation par des initiatives partenariales qui prolongent l'esprit des conventions en les ouvrant sur d'autres acteurs intéressés. L'innovation territoriale s'appuie souvent sur des enquêtes faites à partir d'observations et d'évaluations. Pour progresser, il semble nécessaire de définir, y compris pour l'approche territoriale, une vision globale du sport avec des lignes directrices permettant des avancées significatives. Le projet sportif associatif devra privilégier notamment
La valorisation du rôle social et éducatif. La perspective de réalisation et d'épanouissement des participants. La cohérence entre les politiques fédérales et territoriales. La présence du sport dans le mouvement général lié au développement durable. À ces conditions, la territorialité sportive, définie et assumée avec tous les acteurs décentralisés publics et privés, sera une reconnaissance du mouvement sportif. Il y avait une proposition. Nous avons tenté d'y répondre par la création de ce laboratoire de terrain qu'est Pour que souffle l'esprit olympique en Isère. C'est une aventure humaine incomparable. Définir un langage commun entre tous les acteurs. Jean-Pierre Martin, chargé de mission pour les arts et la culture à l'inspection académique de l'Isère. De la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité. L'inspection académique de l'Isère s'est intéressée au projet Pour que souffle l'esprit olympique, pour des objectifs essentiellement orientés sur l'acquisition de compétences. Au plan local, notre institution garante des savoirs n'est pas sans ignorer la démarche éducative associative. Au travers du projet Pour que souffle l'esprit olympique, elle a souhaité promouvoir des dispositifs permettant l'interdisciplinarité. Dans la pluridisciplinarité, nous pouvons tout faire. La pluridisciplinarité, comme le pluriculturel, consiste à mettre en parallèle des activités. Dans une même journée, nous utiliserons les arts plastiques pour créer une affiche, puis, avec le professeur d'histoire, nous traiterons de l'histoire de l'olympisme. En cours de lettres, nous produirons des écrits autour du monde sportif pour enfin, pratiquer une activité physique et sportive. Dans l'interdisciplinarité, nous nous attacherons en priorité à définir l'objectif en termes d'acquisition de compétences. Par exemple, être capable de maîtriser le langage écrit. Pour accéder à cette maîtrise du langage, il convient à partir d'un dispositif d'écriture d'aiguiser d'abord son regard puis d'aller chercher les mots pour entrer dans un texte de création. Ainsi nous pourrons interroger soit une confrontation sportive, soit un article de presse, soit des affiches ou des expositions comme celle des Jeux Olympiques ou du Fair Play, en intégrant une démarche de création. À tout moment, nous pourrons si nécessaire interroger l'histoire. C'est toujours au travers d'une action vécue que nous mettrons en œuvre ces processus d'apprentissage et de construction de l'individu. Éclairage sur les aspects culturels. Je suis chargé de mission pour les arts et la culture, et pourtant je suis mêlé à ce projet a priori sportif. À ce titre, je suis ravi de savoir qu'au CNOSF se crée une commission culturelle. J'ai seulement la crainte que nous assimilions à la culture les mêmes vertus qu'au sport, comme nous avons tendance à le faire d'une manière assez automatique. Ce n'est pas parce que nous allons faire du théâtre que nous aurons la vertu de l'humanité. Si je participe à ce projet, c'est aussi parce que je suis convaincu que nous pouvons travailler sur l'olympisme sans forcément relever d'une discipline sportive, sans forcément vivre ses valeurs à travers son corps mais en les questionnant. Les valeurs de l'école de la République ne se croisent-elles pas avec celles de l'olympisme ? Ce n'est pas le lieu pour parler de comment ces valeurs sont mises en œuvre dans l'école de la République, mais nous exprimerons ici la volonté de l'inspection académique de promouvoir des activités de questionnement des valeurs à travers les disciplines artistiques ou littéraires, pour amener les élèves à se positionner comme des artistes, des écrivains ou des journalistes. Dans les compétences du socle commun, nous pouvons repérer des attitudes comme porter un regard critique. Former les élèves à porter ce même regard, cela peut être aussi donner sa vision sur la façon dont nous interprétons les choses à travers une création. Comme nous avons pu le remarquer, tous les dispositifs qui relèvent de l'interdisciplinarité nécessitent une longue préparation, un accompagnement prégnant et une mobilisation assez forte de l'encadrement. Au cours de demi-journées de formation et à partir d'un outil d'écriture existant, nous avons permis à chaque enseignant de s'approprier et de mettre en lien cet outil avec une pédagogie axée sur l'interdisciplinarité. À partir des affiches des Jeux Olympiques, chacun a pu s'interroger et réaliser des textes sur la façon dont les valeurs de l'olympisme sont traitées au travers de la communication. Ce dispositif peut se transposer aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. Dans l'Isère, nous avons une certaine pratique de l'écriture critique à travers les jeunes reporters, les photos et les vidéos reporters et d'autres expériences déjà anciennes sur des pratiques d'écriture traduisant le regard des spectateurs sur le spectacle sportif.
De l'universalité des valeurs. Imprégnées de la civilisation grecque et du monde judéo-chrétien, les valeurs actuelles couramment admises en Occident sont-elles universelles? À l'autre bout du monde, l'entraide, la loyauté dans le sport ou dans la vie sont-elles aussi prônées? Comme l'a dit Alain Arvin Béraud, les Jeux olympiques sont une parenthèse à un moment donné, une trêve où l'on place les hommes au cœur de certaines valeurs. Cela voudrait-il dire qu'une personne est capable de percevoir à un certain moment des valeurs comme universelles, et qu'à d'autres, en d'autres lieux elles ne le sont plus? De la même façon, nous devons mettre en garde les enfants dont nous avons la charge, sur la nécessité de croiser les différentes sources d'informations et de les questionner réellement par rapport aux valeurs qu'elles affichent. Face à ces contradictions, les éducateurs devront être très vigilants sur la manière dont ils amènent les enfants à interroger les valeurs prônées par l'olympisme. 2. De l'interdisciplinarité. De plus en plus de réalisations pédagogiques relèvent de l'interdisciplinarité, aussi convient-il de s'accorder sur une définition. Ce mot est apparu dans le dictionnaire en 1959. Une note ministérielle du 5 octobre 1983 précisait déjà qu'il est préférable d'articuler entre elles les différentes disciplines. Elles doivent être pensées dans leurs relations mutuelles. Ces disciplines devraient être considérées comme des facteurs complémentaires du développement des élèves, et non plus comme un découpage figé de notre enseignement. Il s'agit de remettre en cause l'enseignement en couloir, la juxtadisciplinarité. Dans l'interdisciplinarité, on pense ainsi améliorer le système éducatif pour sa capacité à former les élèves à la vie réelle. Ainsi, nous définissons l'interdisciplinarité par une démarche qui s'organise en 4 temps soumis à des contraintes d'antériorité. 4 domaines peuvent donc être identifiés et questionnés. Les objectifs et les finalités. À quoi sert l'interdisciplinarité? Elle sert à envisager des objectifs de formation communs à l'équipe d'enseignants et d'éducateurs, à mettre l'élève en situation réelle d'expression et de réalisation pour lui permettre d'exploiter ses ressources, et réduire l'écart entre la pédagogie de développement centrée sur l'élève et la pédagogie de contenu centrée sur la matière. Les activités support et leur contenu. C'est repérer les activités, les disciplines sur lesquelles et avec lesquelles on peut développer des situations interdisciplinaires. Les disciplines pouvant constituer une collaboration privilégiée avec le sport et les APS pourraient être le français, la géographie, l'histoire, les activités artistiques, les sciences, la technologie. Par ailleurs, si les activités interdisciplinaires vérifient des acquisitions, des habiletés, des principes d'action, elles doivent alors être prises en compte au moment des validations et des certifications, et non pas constituer de simples suppléments pédagogiques. Les savoirs et les connaissances. Quelles connaissances, quels savoirs sont souhaitables pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer des situations interdisciplinaires? Si l'interdisciplinarité implique une convergence des démarches et l'harmonisation des contenus au service des élèves, il semble nécessaire de connaître les stratégies employées par les différents intervenants extérieurs. Les apports spécifiques de chaque matière seront identifiés dans ce qu'ils partagent avec les autres disciplines, en termes d'objectifs, de contenu et de procédures d'évaluation. L'organisation et la mise en œuvre. Quelles tâches spécifiques? Quelles organisations sont nécessaires à la mise en place de réalisations interdisciplinaires? En ce qui concerne l'organisation, des moments de concertation, en particulier durant les phases de conception et d'évaluation, deviennent indispensables, de même que la mobilité, la flexibilité et la plasticité des enseignants et des élèves. L'interdisciplinarité peut alors aller dans le même sens que d'autres innovations pédagogiques telles que le décloisonnement, les échanges de compétences, la pédagogie du projet, les horaires souples, la pédagogie différenciée et bien sûr l'accompagnement éducatif. En conclusion, 2 citations peuvent tracer certaines perspectives. Depuis quelques années, le thème de l'interdisciplinarité est apparu à beaucoup d'esprits comme particulièrement susceptible de produire dans l'enseignement et la recherche des innovations qui répondraient aux demandes de notre époque. La notion toute formelle d'équilibre du corps et de l'esprit est manifestement stérile. C'est une séquelle d'un dualisme que tout le monde proclame dépasser bien que notre langue en soit toute imprégnée et qu'il inspire encore une grande part de nos pensées et de nos choix.
Il faut lui substituer aujourd'hui celle de convergence de toutes les démarches éducatives. Elles tendent toutes vers un but unique et toutes mettent en branle la totalité des pouvoirs humains. Elle est la vérité propre de l'interdisciplinarité. Les jeunes reporters, porteurs des valeurs du sport et de l'olympisme, un exemple concret d'interdisciplinarité. Nous l'avons noté, excellence, respect et amitié sont autant de valeurs qui prennent tout leur sens dans de multiples cas et peuvent donner prétexte à l'exercice de l'interdisciplinarité. Par la mutualisation des compétences et des moyens de toutes les entités concernées, il a été possible de créer, dans les locaux de la Maison départementale des sports, un laboratoire audiovisuel capable de répondre aux besoins de création et de formation des comités sportifs et scolaires. Les fédérations scolaires, le mouvement sportif et leurs partenaires se sont associés pour développer des programmes éducatifs et des formations sur tout le département autour de l'opération Jeunes Reporters. Par la réalisation d'articles et de vidéos, ces apprentis reporters couvrent les événements sportifs du sport scolaire et fédéral. Ils fournissent des produits finis de qualité. Lors de rencontres sportives aussi diversifiées que le mondial de ski scolaire, le championnat de France scolaire d'athlétisme, les camps olympiques de la jeunesse de l'ANOF, et même lors du congrès national du CNCD, des articles sous forme de brèves ont été écrits, des clips vidéo réalisés et montés dans l'instant ou selon le degré d'expertise nécessaire, retravaillés au laboratoire audiovisuel de la Maison des Sports. Sur les événements sportifs, les prestations loyales des athlètes sont mises en valeur et les reporters peuvent rendre compte du professionnalisme de l'ensemble des équipes chargées de l'organisation de ces manifestations. Des contacts et des liens se créent pour une meilleure compréhension mutuelle. Cette entrée dans le monde sportif se traduit la plupart du temps par une initiation à la pratique pour les non-sportifs. Ceci se traduit pour certains par un engagement fort comme la prise de la licence fédérale. Pour travailler ensemble, il est nécessaire de s'approprier des outils et d'utiliser un langage commun, écrit, audio, vidéo. Autant d'occasions de partager et d'échanger des idées et des savoir-faire pluridisciplinaires. Il s'agit d'un modèle de partenariat et d'un authentique exploit si l'on tient compte des contraintes d'espace et de temps imposées à nos reporters en herbe. Le club de la presse locale et de la presse quotidienne régionale reconnaissent et accompagnent cette opération. Ils répondent souvent à la demande par une franche collaboration des journalistes avec les jeunes. À terme, il serait souhaitable que nos clubs de jeunes reporters puissent être autonomes et s'intégrer aussi bien dans la semaine de la presse organisée par le rectorat, ou comme partie prenante à la communication des manifestations fédérales locales, nationales et même internationales. Il en va de la reconnaissance de leurs compétences. La spécificité des valeurs du sport. Georges Bonnefoy, professeur d'EPS retraité, président de l'amicale régionale des enseignants d'EPS. Ma question est un peu provocatrice. Je suis à la recherche des vraies valeurs du sport et de l'olympisme. Lorsque j'entends l'intervenante, spécialiste de boxe, nous dire « Ce que j'ai trouvé dans ma pratique, c'est la rigueur, l'efficacité, la remise en question, le respect de l'autre, la précision du geste et l'hygiène de soi », je me dis que je peux trouver ces qualités chez mon dentiste ou chez mon garagiste. Je retrouve ici les mêmes valeurs. Dès lors, les valeurs du sport ont-elles une réelle spécificité ? Quand j'entends Dominique Petit énoncer l'excellence, le respect et l'amitié, et que je relis le contenu se trouvant derrière ces items, je prétends que tout citoyen doit être porteur de ces valeurs. Par ailleurs, lorsque vous évoquez ces différents projets, cela me ramène immanquablement à la République des sports de Calais, quand l'ASU avait organisé des championnats de France scolaires. En lisant le compte-rendu de cette expérience, je retrouve exactement ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ainsi, je me dis que la question de l'atelier n'est pas bonne. Ce devrait être plutôt : à quelles conditions le sport et l'activité physique et sportive peuvent-ils contribuer à l'éducation ? Il est bien sûr nécessaire que la grande majorité des citoyens d'un pays partagent les mêmes valeurs sociétales qui contribuent à la cohérence de la nation. Cependant, en étudiant la charte du sport scolaire où il est précisé que l'UNSS s'appuie résolument sur des valeurs qu'elle entend développer, nous pouvons lire dans l'article 1er : le sport scolaire est un outil privilégié d'apprentissage de la liberté au sens social. Il donne aux élèves le pouvoir d'agir selon leur propre détermination, dans la limite des règles définies par notre organisation sportive.
La liberté ainsi vécue contribue à l'apprentissage de la responsabilité, de la citoyenneté et de l'humanisme. Ainsi, nous devrons nous interroger et répondre à la question : le sport est éducation ? Il poursuit une double finalité éducative et sociale, mais cela nécessite-t-il apprentissage et entraînement ? À propos d'une valeur de l'olympisme, l'excellence. Pour Péperenou, l'excellence est le degré de maîtrise qu'un individu ou un groupe manifeste dans leur pratique. N'importe quelle activité un tant soit peu difficile se prête à un tel classement. Dans 1000 situations quotidiennes, nous ne cessons d'évaluer le niveau d'excellence d'autrui et le nôtre. Toutes les pratiques auxquelles nous sommes confrontés, des plus instituées aux plus éphémères, des plus graves aux plus ludiques, donnent prise à un jugement en termes de maîtrise. Nous jugeons la caissière du supermarché, l'automobiliste qui se gare sous nos yeux, le serveur du restaurant, l'adolescent qui passe en patin à roulettes. Nous jugeons l'architecte qui a conçu tel édifice, l'ingénieur qui a réglé les feux rouges. Nous jugeons l'acteur, le cinéaste, le journaliste, le chanteur de variété, l'imitateur, l'homme politique. Nous jugeons les joueurs et les sportifs de tout genre lorsqu'ils se donnent en spectacle. Nous jugeons nos collègues de travail, nos proches, les membres de notre famille. La vie est faite du spectacle d'innombrables pratiques plus ou moins éloignées de notre image de l'excellence. L'excellence n'est pas un conformisme. Normes d'excellence et classements s'engendrent réciproquement. La norme d'excellence naît de la comparaison. Elle est en quelque sorte le point limite, plus ou moins inaccessible, de la courbe des performances, l'image d'une pratique idéale, parfaitement maîtrisée, proche de la perfection. Une fois constituée et incorporée aux représentations sociales, la norme s'impose aux nouveaux venus. C'est la pratique réputée la plus accomplie, celle du champion du monde pour les joueurs d'échecs, du premier du classement mondial ATP pour les joueurs de tennis, du grand savant mythique ou du prix Nobel pour les scientifiques, du prix Goncourt pour les écrivains, des professionnels les plus habiles ou créatifs dans divers métiers. En un mot, l'excellence de ceux que les praticiens et leur public considèrent comme des maîtres, des saints, des champions, des modèles, des héros, des savants ou des artistes de génie, des professionnels hors ligne, des hommes remarquables. La norme d'excellence contribue à maintenir l'identité de la discipline en dépit du renouvellement des praticiens. Une partie des modèles culturels que nous héritons des générations précédentes sont des normes d'excellence, qui fonctionnent comme des défis lancés aux nouvelles générations. Faire mieux est le moteur d'une compétition avec nos ancêtres aussi bien qu'avec nos contemporains, l'histoire des records olympiques l'illustre fort bien. Une norme d'excellence ne fonctionne pas comme une règle prescriptive. L'excellence n'est obligatoire que lorsqu'elle a fait l'objet d'un contrat, celui qui lie par exemple les sportifs ou les artistes à leur public, les professionnels à leurs employeurs ou à leurs clients, éventuellement les élèves à leurs maîtres. Rompre ce contrat délie de l'obligation d'exceller. Certes, sur ceux qui manifestent certaines possibilités s'exerce une pression sociale pour qu'ils progressent. L'excellence est un enjeu pour la famille, pour les proches, pour l'équipe ou l'entreprise d'un praticien. Il n'est donc pas tout à fait libre de choisir la médiocrité dès lors qu'il semble priver son entourage d'une ressource. Mais l'excellence n'est pas un simple conformisme. Le langage quotidien est trompeur à cet égard. Une excellente mère, n'est-ce pas une mère qui joue son rôle à la perfection ? Et qu'est-ce qu'un excellent magistrat, sinon celui qui fait irréprochablement son devoir civique ? Si l'on privilégie de telles images, on pourrait être tenté d'assimiler toute excellence à l'exercice d'une vertu ou au respect d'une règle morale. Mais ce n'est qu'une forme possible d'excellence. La conformité pure et simple à une règle commune ne suffit pas d'ailleurs à garantir l'excellence. La vertu ordinaire est à la portée de tous. L'excellence morale ou civique exige une conformité exemplaire, témoignant d'une maîtrise ou d'un oubli de soi sans pareil, d'un courage ou d'une grandeur d'âme hors du commun. L'excellence est dans la difficulté à se vaincre soi-même, ou à résister à la tentation. Cette maîtrise de soi, comme tout autre, résulte d'un apprentissage plus ou moins long, entretenu par un entraînement, un travail, un perfectionnement continu. Dans d'autres domaines, l'excellence suppose le respect de règles déontologiques, juridiques, esthétiques ou techniques. Elle passe alors par un certain conformisme, celui du conducteur au code de la route, de l'écrivain aux règles de la langue, de l'homme de loi aux règles de droit. Mais loin d'exiger une conformité aveugle, l'excellence demande souvent une grande habileté à se jouer des règles ou à jouer avec elles. Un avocat sera d'autant plus réputé qu'il sait tirer parti de l'ambiguïté et des contradictions de la législation,
solliciter la jurisprudence, favoriser l'interprétation du code qui sert les intérêts de son client. Dans le domaine boursier, dans le maquis des multinationales, l'excellence consiste à se tenir constamment à la limite de la légalité, à utiliser les incohérences ou les lacunes du droit pour faire des profits ou dissimuler des opérations discutables. Dans un autre registre, les grands créateurs artistiques sont ceux qui savent se libérer des règles et des traditions, qui réinventent les règles de la musique, de la danse ou de la littérature fût-ce au prix du scandale. Être excellent, c'est s'approcher de la perfection dans un genre défini, quelle qu'en soit la valeur morale, d'ailleurs sujette à controverse. Moralement, il n'est certes pas équivalent d'être un génie de la fraude fiscale ou de l'aide humanitaire, un virtuose de la cambriole ou du sauvetage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.